Alors, le dernier orateur, eh bien, ça va être Alfonso San Miguel, qui donc remplace donc l'orateur initial, qui lui est malade, et donc il va nous parler d'Einstein et puis d'Ampère. Alfonso, professeur à Lyon 1 et puis président de la SAMA et infatigable promoteur de l'œuvre d'Ampère. Alfonso, c'est à toi. Merci Michel. Je voudrais d'abord excuser Alain Bertrand, il a dû donc rester chez lui. Et donc j'ai improvisé rapidement pour une présentation qui devait être faite au musée Ampère devant un objet en relation avec Einstein, et je vais le faire ici en vous racontant la rencontre avec Einstein-Ampère. Et donc, bien sûr, vous allez me dire tout de suite, si vous connaissez un petit peu les dates de naissance de l'un et de l'autre, que cette rencontre ne peut être que virtuelle, puisqu'ils n'ont pas partagé la planète de leur vivant. Donc, mais on va voir que rencontre il y a eu d'une façon virtuelle et intellectuelle. Et déjà, quel est ce lien qui unit Einstein et Ampère? C'est le magnétisme. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient aimantés, ils se sont attirés. Et on va voir tout de suite que le magnétisme a créé des vocations chez les deux. C'est aussi bien Ampère qu'Einstein. Et le magnétisme a été le sujet des recherches, un sujet de recherche que ça va surprendre donc à certains si vous ne connaissez pas ces travaux d'Einstein. Donc également les a unis. Alors, vous voyez Bernard Pallandre, je ne sais pas si dans l'audience il est là, et conservateur du musée, moi-même, tout sourire comme si on venait de trouver un sac de bonbons après l'avoir cherché longtemps. Et c'est exactement ça. Ça fait 2 ans qu'on cherchait si à partir des pistes documentaires qu'on avait au musée Ampère, si on pouvait avoir au musée la seule expérience qu'Albert Einstein a réalisée de son vivant. Et on l'a dans les mains. Vous savez ici, on a cette expérience dans les mains et on est vraiment heureux comme si on avait trouvé ce bonbon. Alors on a publié ça après 1 an de travail pour vraiment l'authentifier, et on est à 200% sûr qu'on ne se trompe pas. C'est le seul exemplaire complet de l'expérience des Einstein de Haas de l'époque, et c'est de cette expérience que nous allons parler. Alors, qui sont les protagonistes de ce travail? Ce n'est pas Bernard et moi, c'est bien sûr Einstein et de Haas, mais on va voir que cette expérience d'Einstein de Haas, c'est une expérience qui est liée à Ampère, raison pour laquelle elle se retrouve au musée Ampère. Et également un personnage important est Gertrude de Haas, Lorenz, qui a quelque part, on ne sait pas très bien quel est le rôle qu'il a pu avoir dans ces recherches, mais en tout cas, elle a eu un rôle très important pour que vous puissiez aujourd'hui voir cette expérience au musée Ampère. Alors, tout ça se passe presque sur un siècle, puisque les découvertes d'Ampère, ils ont eu lieu en 1820, et les travaux dont on va parler des Einstein et de Haas, ils ont eu lieu un siècle après, en 1915. Alors, il y a eu d'autres physiciens impliqués dans cette histoire, et on va retrouver un certain nombre dans cette photo. C'est le fameux congrès Solvay, où en gros, vous prenez n'importe quelle photo d'un congrès Solvay, la moitié, ils ont eu des prix Nobel de physique, ou de physique et de chimie pour les cas de Marie Curie. Alors, on retrouve dans cette photo Albert Einstein, bien sûr, et Van der de Haas. Mais vous trouvez aussi un certain nombre de physiciens très connus. Et c'est un congrès qui était dédié au magnétisme. Et vous trouvez ici Peter Zeeman, Aimé Cotton, Pierre Weiss, qui avait été professeur à Lyon, Paul Langevin, Owen Richardson, qui a eu un prix Nobel de physique
en début du XXe siècle, Blas Cabrera. Et donc, tous ces physiciens ici, compris Van der Haas, ils étaient membres du comité de patronage de la création de la Société des Amis d'Ampère en 1930, de la même année. Et ce n'est pas tout à fait banal dans cette histoire. C'est important. Alors, l'expérience d'Einstein-de Haas, c'est vraiment ce que unit Ampère et Einstein, puisque vous voyez ici, par exemple, un des articles qu'a écrit Einstein en 1915 s'intitule « Une expérience simple pour démontrer les courants moléculaires d'Ampère », dont on a entendu parler il y a un instant, et donc signé Einstein. Alors, si vous êtes un physicienne ou physicien, vous allez être surpris puisque c'est un dispositif expérimental. Et Einstein n'était pas connu pour être un expérimentateur. Et ce n'est pas le seul article qu'il a écrit. Vous voyez ici toute une série d'articles co-signés ou signés tout seul par Albert Einstein, d'autres avec Van der Haas. Et dans l'intitulé, vous avez tout le temps Ampère. On parle de courant moléculaire d'Ampère. Donc, Einstein, avec de Haas, ils sont essayés, ils sont d'après eux réussi à démontrer l'existence des courants moléculaires d'Ampère. Un autre article récemment, ça je veux le souligner, a été publié. On avait trouvé qu'il existait, publié là seulement la version en allemand, et vous voyez que l'intitulé, que l'article est signé seulement par Einstein. Elle a été traduite donc par Tini Jersen et Marc Lebogne, qui sont membres de la Société des Amis d'Ampère, et publiée dans notre bulletin des Amis d'Ampère. Et cet article s'intitule « Preuve expérimentale des courants moléculaires d'Ampère », signé seulement par Albert Einstein. Alors, vous voyez aussi que dans cet article, dans la première page, par exemple, ils sont cités Pierre Weiss et Paul Langevin, qui avaient eu des contributions très importantes dans le magnétisme, dont on a parlé il y a un instant. Alors, peut-être, et après, en fait, il y a eu encore 2 articles signés par Van der Haas. Une fois, il est rentré dans son pays, on va voir d'où il vient, et un autre article aussi signé par Monsieur et Madame de Haas. Et donc, ces 2 articles sont importants puisque c'est ceux qui vont nous relier au musée Ampère aussi. Vous voyez ici cet article « Further experiments on the moment of momentum existing in a magnet ». Alors, est présenté par Lorentz. Et Lorentz, c'est Heinrich Lorentz, des forces de Lorentz, transformation de Lorentz. Alors, ok, ça c'est une petite présentation incomplète, mais on va compléter ça, cette panorama. Rembobinons un petit peu, revenons à 1820, à l'origine de cette histoire. À ce moment-là, on sait que l'expérience d'Ørsted en 1820 présentait Ampère à l'Académie des sciences. On fait passer un courant dans un fil et ce courant va dévier la position d'une boussole qui va essayer de se placer perpendiculairement. Et donc, c'est ici qu'il commença la passion d'Ampère pour la physique. On a beaucoup parlé de ce tempérament passionné romantique d'Ampère. Et il était avant intéressé par la chimie. Et là, subitement, après cette expérience, pendant 7 ans, il s'est passionné par la physique. Pareil qu'Einstein. Lui, c'était un peu plus tôt, il n'avait pas 40 et quelques années, il avait 5 ans, il était malade et son père lui apportait, c'est Einstein qui le raconte lui-même, son père lui avait apporté une boussole et il a été étonné de voir que cette boussole changeait d'orientation tout le temps, quelle que soit la position, pour aller pointer les normes magnétiques. Il s'est dit qu'il devait travailler pour comprendre ça. Et ce n'est pas pour ça qu'il est le plus reconnu.
c'est pas la partie des travaux d'Einstein la plus reconnue, mais en tout cas, c'est à l'origine de la passion d'Einstein pour la physique, comme pour Ampère. Alors, Ampère électrodynamique, on a vu l'expression des forces que nous a rappelé André Assis. Ampère découvre l'interaction entre courants électriques, les démontre mathématiquement avec une interaction de type newtonien entre ces deux éléments de courant. Mais ce qui était nouveau, c'est qu'ils dépendent des orientations. Et donc, en plus d'un terme 1 sur R2, il lui a fallu, puisqu'il n'existait pas, comme a été souligné, les calculs vectoriels, avoir une expression trigonométrique un peu complexe pour l'époque. C'était une vraie révolution d'avoir trouvé des forces avec des sinus et cosinus pressants. Alors, voilà, un petit, ça on l'a discuté, a été discuté longuement. Et donc, l'interprétation d'Ampère de ces phénomènes électrodynamiques était basée sur l'existence simplement des phénomènes électriques. Ça, c'est important, et ça a été aussi souligné, et en particulier en collaboration avec François Aragon. Ils ont montré qu'on pourrait obtenir l'équivalent d'un aimant avec des spires ou avec un solénoïde, comme ça a été proposé et nommé même par Ampère. Et puis, pour encore aller plus loin, Ampère, il a proposé que l'existence du magnétisme terrestre devait être aussi liée à l'existence des courants. Et ce bonhomme d'Ampère représente un bonhomme qui donne l'essence des courants qui devraient exister quelque part dans la Terre, pas su dire où, mais qui devrait rentrer par les pieds, et les bras droits d'un bonhomme penché vers les bas pointeraient vers les nord magnétiques. C'était la fameuse règle du bonhomme d'Ampère qui existait, je le dis pour les plus jeunes, avant qu'existe la règle des trois droits. Et aujourd'hui, on sait que cette hypothèse, en fait, cette hypothèse d'Ampère, c'est la première fois qu'on a fait une hypothèse moderne des géomagnétismes terrestres, des géomagnétismes, et qui a été corroborée de façon beaucoup plus fine, avec un modèle de dynamo qui on sait aujourd'hui qui est ce dynamo a lieu dans le cœur liquide de la Terre, qui est à la base de fer. Mais il a regardé le magnétisme macroscopique, mais comme il a été souligné, il a aussi expliqué le magnétisme, la première théorie microscopique du magnétisme des aimants. Et d'abord, effectivement, sa première, et je remercie les travaux déjà d'André Assis et Christine Blondel qui ont fait tout un travail avec des publications de figures, et il y en a beaucoup qui viennent des travaux que vous avez fait et collectés à partir des originaux d'Ampère, dont on voit ici. Et celui-là, c'est une présentation, il me semble, dans un livre avec Collodon, des courants qu'il imaginait qui devaient exister dans un aimant. Et comme il a été rappelé, ces échanges avec Fresnel lui ont convaincu du fait que quand on casse un aimant des milliers de fois, on obtient toujours un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, que ces courants ils devaient exister à l'échelle microscopique qu'il appelait donc l'échelle moléculaire. Donc il a imaginé que un aimant était fait de boucles de courants avec un champ magnétique perpendiculaire à ces boucles de courant qui étaient orientées dans tous les sens, et sous l'effet d'un champ magnétique, on pouvait les orienter. Y avoir un pôle nord et un pôle sud, on les coupe, on les retrouve aussi. Alors, cette vision, comme il a été souligné, était très différente de celle des bio. Et Ampère, dans ses écrits, il avait montré comment lui, Ampère, voyait un fil conducteur. On avait des charges qui circulent le long des charges. Pour lui, il y avait quelque chose qui était un flux électrique à l'intérieur de ces conducteurs. Et pour un aimant, on devait avoir donc des courants dans des boucles perpendiculairement à ces fils.
Tandis que pour Biot, et c'est cette opposition dont il a parlé tout à l'heure André Assis, pour Biot, il disait non, en fait, un aimant, on a, oui, des petits aimants à l'intérieur, peut-être à une échelle microscopique, et quand on établit un courant à l'intérieur d'un aimant, ces petits aimants se mettent perpendiculairement. Donc il voyait tout l'électromagnétisme originaire par des aimants, tandis que pour Ampère, tout l'électromagnétisme, et c'est la première, on va dire, unification des forces faite par un physicien, c'était l'électromagnétisme d'Ampère qui expliquait tout par des courants électriques, magnétisme et électricité. Alors, comme André l'a souligné, Maxwell, il a, on voit dans cette citation, d'après Ampère, l'hypothèse Ampère, les propriétés de la matière magnétique, elle est due à des circuits moléculaires. Et ça, cette traduction de l'hypothèse d'Ampère par Maxwell, c'est l'hypothèse que des courants moléculaires d'Ampère, qu'Ampère lui-même a essayé de démontrer avec cette expérience qui a été montrée par Christine et que vous pourrez voir au musée Ampère, une reproduction. Et je ne vais pas la détailler. Bernard Palland va la présenter en détail cet après-midi. Mais en gros, dans cette expérience, Ampère a voulu démontrer l'existence des courants moléculaires. Il n'a pas réussi. Il aurait pu quand même découvrir l'induction électrique avec, on sait, des difficultés, les travaux qu'avait fait Christine Blondel avec les élèves de l'école centrale montraient que ce n'était pas si simple que ça. Mais il aurait pu. Donc, en 1826, Ampère publie finalement son opus magna, donc on fêtera l'année prochaine les bicentenaires, sa théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques, et je reprends, parce que là, dans le texte original de la langue de Shakespeare, ce que Maxwell a dit sur Ampère, cette partie ici du texte, je résume simplement, oui, les newtons de l'électricité, oui, il dit qu'Ampère est super, mais comme Christine Blondel l'a dit, hop, il faut revenir ici. La méthode d'Ampère, however, n'est pas si bonne que ça. C'est-à-dire que c'est génial, mais pourquoi ? Parce que Maxwell, maintenant, il disposait de deux outils, les calculs vectoriels, et un outil, les calculs vectoriels, et un concept majeur qui avait annoncé Faraday, la notion de champ. Et avec ça, il a pu formuler, attention, pas ces 4 équations de Maxwell, mais une vingtaine, qu'après, il y a eu des mathématiciens qui lui ont réduit à 4 équations. Mais c'est une question de praticité c'est un condensat, ces 4 équations, de permettre tous les phénomènes électromagnétiques de les mettre sur 4 équations. C'est ce qui a fait le succès des équations de Maxwell. En tout cas, Maxwell était convaincu, comme on a vu, que le courant moléculaire d'Ampère, ça devait exister. Et il en a fait plusieurs expériences pour essayer de démontrer l'existence des courants moléculaires, comme il l'avait fait André-Marie Ampère, d'autres expériences, mais ils sont tous les deux ratés. Ils n'ont pas réussi à démontrer l'existence des courants moléculaires. Richardson, ce prix Nobel de physique, aussi a essayé, non plus. Et les deux qui ont réussi, c'est Einstein et De Haas. Alors, revenons maintenant, rembobinons maintenant vers l'avant, avançons vers l'avant. Einstein et De Haas, c'est Berlin 1915. Einstein est à ce moment directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm de physique. Bon, il devait être directeur, c'était son bureau. Hein. Il n'y a pas eu d'autre local pour ça. Mais en tout cas, il était professeur sans enseignement. Il pouvait se dédier totalement à la recherche à l'Université de Berlin. Il vient de signer le Manifesto of the Europeans, c'est-à-dire s'opposant au mouvement. Il était un pacifiste, c'était un manifesto contre le nationalisme et opposé
On était en pleine Première Guerre mondiale, donc aux ambitions bellicistes allemandes. Et il finit, à ce moment-là, il est en train de finir sa théorie générale de la relativité. Il était occupé quand même par des travaux intellectuels assez poussés. Van der Haas, il arrive, puisqu'en fait, il était marié à la fille de Lorentz, qui était un très bon ami, et Einstein admirait beaucoup Lorentz, et il était venu donc passer un postdoc avec sa femme, qui était aussi physicienne. J'insiste, c'est la première femme qui a fait, c'est la première personne à avoir fait une thèse sur le bruit électronique. Et il était venu avec sa femme à Berlin pour travailler avec Einstein, mais de Haas, il était un expérimentateur, contrairement à Einstein. Et c'est là qu'Einstein lui a proposé de faire cette expérience d'Einstein de Haas. Et c'était une proposition d'Einstein, puisqu'il avait réfléchi à ça quand il avait l'idée quand il était au bureau des brevets en Suisse. Et donc, dans sa correspondance, c'est clair que l'idée vient d'Einstein, mais sans les talents d'expérimentateur de Haas, je suis certain que jamais serait arrivé à le faire, cette expérience. Donc, il fallait tous les deux hommes pour pouvoir faire cette expérience. Et cette expérience, elle est extrêmement simple, comme l'est et dans les présentations d'Einstein de cette expérience, il la présente avec une simplicité typique de la pensée d'Einstein. Il simplifie tout. Et après, il a découvert quand même que c'était un peu plus compliqué, l'expérience. Mais l'idée, elle est très simple. Ces petits aimants, c'est les aimants dus au courant moléculaire. Ils sont désordonnés dans un barreau de fer. Mais si on les met dans une bobine, qui est l'équivalent d'un champ magnétique, quand on injecte un courant, on va les orienter. Mais quand on oriente quelque chose qui tourne, on modifie ce qu'on appelle le moment cinétique, et donc on doit les conserver. Initialement, il était 0. Ici, ils sont orientés, tous les petits bobines moléculaires sont orientés. Maintenant, quelque chose doit tourner dans l'autre sens. Et ce qui tourne dans l'autre sens, c'est les barreaux en entier. Et si on met un petit miroir et une source de lumière, on va voir que cet faisceau de lumière se dévie. Et cet mouvement, et cette amplitude de mouvement, c'est ce qu'ils sont mesurés. Et ils ont cherché la fréquence des résonances, cette fréquence à laquelle ces mouvements ont une amplitude maximum. Comme la balançoire, on cherche à quel moment il faut pousser. Et donc, cette mesure-là, c'est ce qui leur a permis de démontrer que c'était les électrons en orbite qui devaient être les responsables des courants moléculaires d'Ampère. Ça, c'est l'expérience dessinée par Einstein et de Haas, et une reproduction faite en 2005 de cette expérience. Et Einstein écrit à ce moment-là à son ami Michele Besso, il lui dit vous voyez que d'abord, il lui parle de gravitation, mais après, il lui parle de la confirmation expérimentale des courants moléculaires d'Ampère. Une expérience merveilleuse. Et comme elle peut être la nature, quand tu veux la sonder expérimentalement, l'expérimentation, elle est en train de devenir une passion pour moi. Même dans mes jours vieux, il avait 36 ans. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ils sont mis sur les facteurs gyromagnétiques finalement, c'est-à-dire la proportionnalité entre moment angulaire et moment magnétique. Et en fait, on sait aujourd'hui, ce facteur, c'est ce qu'on appelle les G, c'est égal à 2. Et cette 2, elle est due précisément au spin dont parlait Cédric Rey. Spin des électrons, c'est-à-dire les électrons ont un moment magnétique intrinsèque, sont un petit aimant en eux-mêmes. Et en fait, il y a eu plein d'expériences, même avant, et tout le monde se trouvait deux. Ça, c'est l'expérience d'Einstein de Haas. Ils trouvaient un. Et ça les arrangeait parce que c'était ce qu'ils cherchaient. C'est ce que Ampère avait prédit. Et donc, ils étaient contents, ils ont publié ça. De Haas, il a fait 2 expériences, il commençait après à s'éloigner, même ici, là. Mais bon, en fait, ils se sont dit, Ampère avait raison. Bon, partiellement, parce qu'Ampère ne pouvait pas prédire les spins, Einstein non plus.
Il a fallu attendre encore une dizaine d'années à voir les spins. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si Ampère, essayons de démontrer cette existence des courants moléculaires d'Ampère, Ampère, lui, il aurait pu découvrir l'induction de Faraday. Einstein aurait pu découvrir les spins. Ben, heureusement qu'il s'arrête de temps à autre, il laisse la place à d'autres physiciens, parce que... Mais c'est intéressant du point de vue de l'épistémologie. Parfois, on regarde trop ce qu'on voudrait démontrer et on n'écoute pas. C'est la nature quand il nous parle. Alors, que reste aujourd'hui de l'expérience d'Einstein et de Haas? Il y a un petit barreau au musée Boerhaave à Leiden qui est le barreau de cette expérience, la toute première. Mais c'est juste une tige en fer. Et en fait, quand de Haas est rentré à Leiden, juste l'année suivante, en 1916, il a fait une petite variante. Il a écrit, parce qu'ils avaient un petit problème, c'est que au moment où les barreaux tournent, l'axe de rotation et l'axe magnétique, parfois dû à l'interaction avec les champs magnétiques terrestres, ils déviaient. Bon, ils ont trouvé une solution. De Haas a trouvé une solution, c'était enrouler la bobine sur les barreaux, et comme ça, ils étaient les deux axes toujours en coïncidence. Bon, son dessin n'était pas très clair et on a eu du mal à imaginer comment il devait être l'expérience. C'est pour ça que ça nous a pris 2 ans de trouver l'objet. Au musée Boerhaave, ils ont un barreau avec la bobine. Mais nous, au musée Ampère, on a tous les systèmes complets avec un macello ici pour ajuster la fréquence, les contacts, les systèmes de support, ici avec les fils de suspension, les fils qui vont à l'alimentation. On a les systèmes complets, mais on a pu vérifier que cette partie centrale qu'eux, ils ont à Boerhaave et la nôtre est identique. Et qui nous a donné ça? En fait, c'est Madame de Haas. On va en parler. Et c'est intéressant de voir que Einstein écrit à de Haas qui a fait de nouvelles expériences en rentrant à Leiden avec cette expérience. Et il lui dit que pour l'instant, sur la gravitation, il a des expériences en labo, il ne sait pas quoi faire, mais il dit, je suis très content, très intéressant de voir ton papier sur l'effet Einstein-de Haas, que de Haas appelait l'effet Einstein. Et en fait, il dit, en fait, là, de Haas, il avait trouvé quand même pas un facteur géomagnétique de 1, mais 1,2. Et d'ici, ou 1,1. J'ai du mal à croire les 10% des différences que tu vois dans ton expérience. Mais s'il y a une différence, c'est quand même important. J'ai rendu compte que quand même il y avait quelque chose, mais il était déjà trop occupé avec la théorie générale de la relativité, donc il n'a pas continué. En tout cas, l'arrivée de l'expérience d'Einstein de Haas, elle est liée en 1930, la Société des Amis d'Ampère a été créée, les musées en 1931, comme vous vous souvenez, de Haas, il était présent au congrès Solvay de magnétisme. Il était membre du comité de patronage, sans doute, parce que tous ces physiciens qui en faisaient aussi partie français, et ils ont dû parler avec lui. Et au musée Ampère, qui était inauguré par Louis Lumière ici en 1931, on retrouve dans les comités de patronage Blas Cabrera, par exemple, ça c'est la liste des membres des comités de patronage, et de Haas. Zeeman aussi, il était. Et c'est Gertrude de Haas, on a trouvé avec Bernard Palandre les documents de la correspondance dans laquelle on nous annonçait les dons qu'allait faire Madame de Haas, qui, on ne sait pas, elle était physicienne, elle était à Berlin, ils n'avaient pas encore des enfants, elle était plutôt théoricienne, elle, mais je suis sûr qu'il a pas mal discuté sur cette expérience avec son mari, puisque même avec Einstein, parfois, quand ils discutaient dans leurs lettres, il écrivait « cher de Haases » en pluriel, ça va adressé aux deux. Donc, merci de votre attention et venez au musée Ampère pour voir cette expérience et la voir fonctionner.
Merci beaucoup, Alfonso. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ces exposés d'Alfonso? Mais quand c'est un morceau de fer, surtout linéaire comme il est, là, les spins sont bien alignés. Donc, à l'état zéro, le champ magnétique, il est peu influent. Je ne comprends pas qu'on ait pris effectivement un barreau de fer plutôt qu'un système paramagnétique. Et les motivations d'Einstein pour faire cette expérience, ils étaient variées. Hein. Et à l'époque, on n'avait pas encore une bonne compréhension du magnétisme des matériaux. C'était en 1905. Et me semble, Weiss, il n'avait pas encore parlé de ce domaine, il me semble. Et c'était plus tard. Et pour Einstein, il voyait sa vision du magnétisme, elle était plutôt paramagnétique, hein, c'était une orientation. Et les interactions, il ne participait pas. Donc, il est certain qu'il ne pouvait pas avoir un résultat correct. Et ça, on est entièrement d'accord. En fait, l'espine magnétique, elle est totalement dominante dans ces processus-là. Donc, quelque part, on peut dire aujourd'hui, ça a été enseigné longtemps, l'expérience d'Einstein de Haas. Je pense que d'un point de vue pédagogique, reste intéressant, mais c'est vrai que l'interprétation, on sait aujourd'hui qu'elle n'était pas correcte. Très bien. Eh bien, donc, on va peut-être conclure cette session de ce matin. Et donc, je voudrais remercier encore une fois tous les orateurs. On applaudit bien fort.